Hier, le président Trump s'est félicité sur Truth Social d'avoir la paix à notre époque. Je plaisante, il ne l'a pas dit exactement comme ça, mais ça a à peu près autant de chances de fonctionner qu'en 1939. Ici, le président Trump déclare « Aujourd'hui, le Conseil de la paix est parvenu à un accord historique pour le désarmement complet du Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza. C'est une étape monumentale vers une paix et une sécurité durable. Cet accord est une étape cruciale pour que Gaza soit enfin gouverné par un gouvernement palestinien qui travaillera étroitement avec le Conseil de la paix. » Intéressant, il a précisé « travailler avec le Conseil de la paix » plutôt qu'avec Israël. Mais bon, au peuple palestinien. Oui à ce sujet. Sur un tweet de Truth Social, ça sonne vraiment très bien. Sur le papier, ça paraît bien. Mais quelles sont les chances, selon vous, que ce cessez-le-feu, en vigueur depuis presque un an maintenant, et qui n'a pratiquement pas été un cessez-le-feu du tout, plus de 1000 Palestiniens ont été tués pendant cette période de cessez-le-feu, y compris ces tout derniers jours, débouche maintenant apparemment sur une paix totale. Je vais vous le dire d'emblée. J'espère vraiment que tout ce qui peut être tenté, quelles que soient les solutions auxquelles il faut se raccrocher, pourra apporter la paix et mettre fin d'abord à l'instabilité, mettre fin au meurtre de Palestiniens et donner une vraie chance à la paix. Donc je suis tout à fait pour. J'espère que ça marchera. Je ne veux pas être trop négatif à ce sujet. Mais comme nous n'avons ni peur ni compromis lorsqu'il s'agit de vous dire la vérité, il n'y a pas beaucoup de chances que cela réussisse. Et nous allons vous montrer pourquoi. Mais pour m'aider à raconter cette histoire aujourd'hui, nous retrouvons Rajan Menon. Cela faisait un moment qu'il n'était pas venu sur l'émission. Il est professeur émérite de relations internationales au City College de New York, ancien collègue à moi chez Defense Priorities et un bon ami de longue date. Raj, bon retour dans l'émission. Salut Danny, comment ça va? Je vais très bien. Merci. J'espère que vous allez pouvoir me dire, parce que vous êtes spécialiste de beaucoup de ces questions. Vous les suivez de très très près. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais reconnaissant que vous ayez le temps de venir dans l'émission aujourd'hui. Et j'espère que vous allez me dire que, malgré certains titres que je vais vous montrer, non, vraiment, il y a une chance que ça marche. Même si c'est une chance faible. Mais je ne retiens pas mon souffle, je dois le dire. Et avant même de vous montrer certains de ces éléments, au vu de ce que le président Trump a dit et de ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée, je crois que cela fait 9 mois qu'ils ont signé ce soi-disant cessez-le-feu. Quelles sont, selon vous, les chances que cela débouche sur quelque chose de positif? Je suis d'accord avec vous, Danny. Je ne suis pas optimiste. Alors, juste pour remettre les choses dans leur contexte, hier, comme vous l'avez mentionné, le président Trump a publié ce tweet qui a immédiatement été très relayé par les médias. Or, lorsque le président Trump a déclaré que le Hamas avait accepté de se désarmer dans le cadre d'un accord avec son Conseil de la paix, il a évoqué en même temps un retrait israélien de Gaza. Cela a été suivi d'une déclaration du responsable ou du haut-commissaire du Conseil de la paix, un homme nommé Nikolai Mladenov. Il a dit que le retrait et le démantèlement, comme il l'a appelé, devaient avancer de concert. Ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, la position du Hamas n'a pas changé. Or, la ligne israélienne a été que le principal problème, c'est que le Hamas refuse de se désarmer. Dans l'accord de cessez-le-feu d'octobre 2025, le Hamas n'a pas accepté de se désarmer. Ce qu'il a dit, c'est qu'il était ouvert au désarmement, à condition qu'il y ait un lien entre ce désarmement et un retrait israélien. Il a aussi dit qu'il remettrait ses armes, non pas à Israël, mais au gouvernement technocratique intérimaire qui gouvernera Gaza dans le cadre du plan en plusieurs points du président Trump.
Or, une telle entité existe déjà. Elle s'appelle le Comité national pour l'administration de Gaza. Son chef est un homme nommé Ali Shat, qui était ministre adjoint au sein de l'autorité palestinienne. Et d'ailleurs, c'est l'autorité palestinienne qui est censée prendre le relais à long terme. Or, le Premier ministre Netanyahou affirme qu'il ne permettra jamais que cela se produise. Donc, nous avons ça. Attendez. Donc, l'autorité palestinienne est censée, en tout cas officiellement, prendre le relais dans le cadre de cet accord d'octobre 2025. Cela a fait partie des négociations entre les médiateurs. Je dois donc revenir en arrière pour voir si c'est bien dans l'accord lui-même. Mais Netanyahou a pris les devants. Peu importe, n'est-ce pas? Il dit qu'il ne permettra pas à l'autorité palestinienne de gouverner Gaza parce qu'elle n'a pas condamné le 7 octobre, qu'elle forme des terroristes, et ainsi de suite. Donc tout cela reste assez incertain. En fin de compte, voilà ce qu'il faut retenir. Le Hamas a de nouveau déclaré aujourd'hui, Israël ne s'est pas encore pleinement exprimé sur ce point, j'y viens dans une minute. Le Hamas a dit, nous accepterons le démantèlement, à 2 conditions. À condition qu'il y ait un retrait israélien complet. Ils ont été très clairs là-dessus. Et deuxièmement, toute agression israélienne contre Gaza doit cesser. Par là, ils entendent les violations du cessez-le-feu. Vous suivez cela d'assez près, Danny, pour savoir qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. C'est complètement fallacieux d'appeler ça un cessez-le-feu. Il est violé de tous côtés. Donc franchement, je suis d'accord avec vous. Je ne vois rien là-dedans qui me fasse penser qu'il y aura un changement substantiel de la situation à Gaza. Très rapidement, regardons la situation sur le terrain. Lorsque le cessez-le-feu d'octobre a été signé, les Israéliens contrôlaient, ne me tenez pas rigueur des chiffres, environ la moitié de Gaza. Ils en contrôlent maintenant environ 70%. Et devant la ligne jaune, il y a une ligne orange, une ligne d'exclusion. Ils ont, pour l'essentiel, isolé leur partie de Gaza du reste de Gaza. Enfin, leur partie, c'est-à-dire la partie qu'ils contrôlent. Environ 2 millions de Palestiniens à peu près sont désormais entassés sur environ 30% de Gaza, qui est déjà l'un des endroits les plus densément peuplés au monde. En plus de cela, les Israéliens construisent des digues de sable, ce qui laisse entendre qu'ils comptent maintenir cette situation sur le long terme. Et 2 ministres du gouvernement israélien, Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, et Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, ont déclaré « Nous voulons réintroduire des colonies à Gaza, en commençant par celles qui ont été évacuées dans le nord de Gaza par Ariel Sharon en 2005. » Voilà donc où nous en sommes. Je dirais que toute célébration de l'annonce du président est au mieux prématurée. Et oui, sur la carte, juste ici, vous pouvez voir la ligne orange à l'intérieur de la ligne jaune dont vous parlez. Rien qu'en regardant ce qui s'est passé jusqu'ici, on voit bien comment, enfin, Rafah n'y est même pas incluse. Donc, toute cette zone où ils étaient déjà entassés, au début de la guerre, 2 100 000 personnes, maintenues dans cette prison à ciel ouvert, est désormais encore plus petite avec cette ligne orange. Et les Israéliens, comme on va le voir dans un instant, ne veulent même pas revenir à cette ligne jaune. C'est exact. J'ajoute simplement, Danny, qu'ils ont aussi empiété en avançant dans 70% de Gaza, y compris dans des quartiers comme Zeytoun, ce qui a entraîné un nouvel exode de réfugiés. Or, il faut garder à l'esprit que ces gens, les Gazaouis, sont entassés sur 30% de leur patrie, de leur territoire, et 80% de tous les bâtiments, des logements comme des autres bâtiments, ont été soit endommagés, soit détruits. Ils vivent donc dans des conditions effroyables, et les approvisionnements n'arrivent pas parce que les Israéliens imposent des règles extrêmement restrictives sur ce qui peut entrer et ce qui ne peut pas entrer. La situation est donc désastreuse. Et quand des gens parlent de cessez-le-feu, c'est complètement absurde.
Il n'y a aucun cessez-le-feu en cours. Alors, pour passer de la situation actuelle à ce que veut le président Trump, il faudra des mesures vraiment héroïques. Cela exigera que le président force la main aux Israéliens, et je suis sceptique quant au fait qu'il le fera. Mais qui sait? Eh bien, vous savez, je veux dire, avant même d'examiner ce qu'Israël pourrait faire ou ne pas faire, ou à quel point il pourrait leur forcer la main, regardons cela. Voici Jack Keane, qui expose en quelque sorte ce que le président Trump décrit comme cette grande possibilité. Maintenant, l'essentiel pour la suite, ce sera la mise en œuvre et la vérification. J'ai examiné ce processus et il paraît plutôt solide. Il comporte beaucoup de vérifications par étapes. Le Hamas doit renoncer au tunnel, à la production d'armes, à ses dépôts d'armes, à ses armes lourdes, à ses roquettes, à ses mortiers et à terme à ses armes d'assaut. Tout cela se fera progressivement. Israël se retirerait de là où il se trouve actuellement jusqu'à la ligne jaune, qui reste, c'est certain, largement à l'intérieur de Gaza. C'est une zone tampon qu'ils ont établie à la frontière entre Israël et Gaza même. Tout cela prendra évidemment du temps. Et nous ne pouvons pas faire confiance au Hamas. Nous le savons déjà, ils mentent et ils trichent. Oui, alors, le Hamas, ce sont eux qui mentent et qui trichent sur tout. Et je suis sûr qu'ils le font. Il y a beaucoup de choses dont ils ont dit que ce n'était pas le cas, et ils tricheront toute la journée si ça peut les aider. Mais je pense que vous devriez peut-être d'abord vous regarder dans le miroir avant de parler de mensonges et de tricherie ici. Mais oui, vous savez, regardons les choses en face. Raj, si vous partez du principe qu'on ne peut rien croire de ce qu'ils disent, alors quelle possibilité reste-t-il même d'arriver à un accord négocié? L'ensemble de sa déclaration est complètement contradictoire. Alors, commençons par le fait de ne pas faire confiance au Hamas. Oui, évidemment, dans toute négociation, personne ne fait confiance à personne. Je comprends ça. Mais ce qui est intéressant dans ce que M. Keane vient de dire, c'est qu'il n'y a pas une seule exigence adressée à Israël. Tout repose sur « on ne peut pas faire confiance au Hamas. Le Hamas doit faire ceci ». Et il dit qu'il y aura une mise en œuvre et une vérification dans cette zone de guerre. Qui va faire ça? C'est le premier point. Deuxième point, s'il pense que le Hamas va abandonner ses armes pour qu'Israël se retire jusqu'à la ligne jaune, ça n'arrivera pas. Et encore une fois, c'est la ligne jaune, ici. Mais vous dites que ça ne va pas se produire. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Parce que moi, quand j'entends tout ce dont il parle, je n'ai encore rien entendu sur ce à quoi va ressembler la situation finale pour le peuple palestinien. Arrêter la guerre est une première étape nécessaire. Et désarmer le Hamas pour pouvoir mettre en place une forme de gouvernement civil, c'est une bonne chose, je pense. Mais jusqu'ici, je n'ai entendu personne dire un mot sur la manière dont il pourrait y avoir un avenir, quel qu'il soit, pour le peuple palestinien. Parce que dire simplement qu'on va arrêter le conflit, cela peut être une bonne chose pour Israël. Mais arrêter la guerre sans rien d'autre pour le peuple palestinien, ce n'est pas utile. Vous savez, c'est comme mettre un pansement sur quelqu'un qui fait une hémorragie et qui est sur le point de mourir, n'est-ce pas? Donc si vous voulez un règlement global pour Gaza, beaucoup de parties doivent faire beaucoup de choses qu'elles ne feront probablement pas. Le Hamas doit donc être démantelé. Mais ce démantèlement doit être lié à un retrait israélien total. Ensuite, il doit y avoir une administration temporaire et technocratique de Gaza. Comme je l'ai mentionné, le Comité national pour l'administration de Gaza, qui est censé ensuite remettre la gouvernance à autorité palestinienne. Les Israéliens ont dit qu'il ne faudrait pas. Et puis, il y a la reconstruction de Gaza, Danny.
À l'heure actuelle, il y a près de 70 millions de tonnes de gravats à Gaza. On estime qu'il faudra de très très nombreuses années pour les évacuer. Construire quelques hôtels de luxe et complexes touristiques sur la bande de Gaza, avec vue sur la côte, comme Trump l'a parfois évoqué, ne suffira pas. Car ce dont les Gazaouis ont besoin, c'est d'une reconstruction qui réponde aux besoins essentiels. Des logements, de l'eau, des approvisionnements alimentaires, des écoles, et ainsi de suite. Nous sommes donc encore très loin d'un accord idéal. Mais nous ne sommes pas non plus vraiment très proches de l'accord que le président Trump vient d'annoncer hier, parce que fondamentalement, les conditions de personne n'ont changé. Eh bien, c'est justement ce dont je voulais parler ensuite, parce que regardez simplement quelques gros titres qui se succèdent. D'abord, celui-ci, de NPR. Trump annonce un accord. C'était hier. Non, pardon, c'est en fait aujourd'hui. Trump annonce un accord pour que le Hamas se désarme. Les militants eux-mêmes disent « D'accord, oui, mais Israël doit d'abord se retirer de Gaza. » Ensuite, regardez la presse israélienne. C'est juste avant notre prise d'antenne. Après que le Hamas a accepté le plan de désarmement, des responsables israéliens insistent. Tsahal ne se retirera pas. Et si vous pouvez lire le sous-titre, il dit « Nouveau camouflet aux accords liés aux États-Unis, les déclarations israéliennes indiquent un retrait. » Même jusqu'à la ligne jaune, cela ne se fera pas avant, je cite, le désarmement réel du Hamas. Le Premier ministre Netanyahou ne s'est pas exprimé publiquement sur le sujet. Entre-temps, alors que les Israéliens et les Gazaouis, ou plutôt le Hamas, essayent de déterminer ce qu'ils vont faire, des colons mènent des raids en Cisjordanie. Que vous dit l'ensemble de cette situation sur les perspectives, même à court terme, d'instaurer, ne parlons pas de paix, mais de la stabilité et de mettre fin au conflit? Écoutez, compte tenu de la situation horrible à Gaza, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, je pense que nous aimerions tous voir un règlement global. Mais nous nous en rapprochons peu à peu, dit le président Trump. Ce ne sont pas ses mots, ce sont les miens, au vu de sa dernière annonce. Mais même la proposition qu'il a mise sur la table, je ne vois tout simplement pas comment elle pourrait aboutir. Les Israéliens, comme vous l'avez souligné à partir de l'article du Times of Israel, ont dit quelque chose comme ceci. Ces conditions ne répondent pas à notre exigence minimale d'un règlement global. La démilitarisation de Gaza, je ne suis pas certain de ce que ça signifie. Mais s'il parle du fait que le Hamas remette toutes ses armes d'emblée, puis que les Israéliens bougent ensuite, cela n'arrivera pas. Parce que le Hamas considère le désarmement ou la démilitarisation comme son principal atout. Et en octobre, lors de la signature de l'accord, il a déclaré « Nous accepterons de remettre nos armes à une autorité intérimaire, mais notre désarmement doit être lié à un retrait israélien, à une avancée vers une paix globale et au maintien du cessez-le-feu. » Donc vous pouvez dire ce que vous voulez du Hamas, mais il a été relativement constant dans ce qu'il demande. Vous savez quoi? J'ai du mal à comprendre là. Pourquoi? Et je vous demande vraiment de répondre, même si c'est peut-être impossible à savoir. Pourquoi l'administration, pourquoi le président Trump mettrait son nom sur quelque chose sur Truth Social et engagerait la crédibilité et la réputation des États-Unis, alors que le Hamas n'a rien changé par rapport à ce qu'il était auparavant? Et que, le lendemain, la partie israélienne lui jette pratiquement une tomate à la figure en disant « Oui, on ne fera pas ça ». On aurait imaginé que si vous annonciez cela, c'est parce qu'une diplomatie minutieuse était probablement à l'œuvre en coulisses depuis des mois et qu'il avait réussi à rapprocher les deux parties au point qu'elles disent « D'accord, on le fait ». Puis vient l'annonce et ensuite on entre dans la période difficile de la mise en œuvre. Mais là, on a l'impression que personne ne parle même d'avoir changé quoi que ce soit. Comment est-ce possible?
Je suis d'accord avec vous. Vous savez, comme vous le savez, le président Trump a une grande affection pour Truth Social. Et très souvent, il annonce des initiatives diplomatiques de manière improvisée sur Truth Social. Je pense que ce que nous aurions aimé voir, c'est que l'administration et les responsables du président Trump chargés de Gaza rencontrent les Israéliens, le Hamas et le Conseil de la paix, et obtiennent un accord écrit concret sur ce que chaque partie a accepté. À notre connaissance, cela ne s'est pas produit, puisqu'il n'y a aucune annonce écrite. Ce que nous avons du président, c'est un tweet assez bref. Donc sans surprise, le Hamas dit « Oui, nous l'acceptons. Mais, et on revient à notre ancienne position, un lien entre le démantèlement, le retrait israélien et un cessez-le-feu total et solide. » Et les Israéliens disent non. Notre position, c'est qu'il doit y avoir une démilitarisation complète avant que nous fassions quoi que ce soit. Et d'ailleurs, Danny, vous savez, la carte que vous avez montrée, ils en occupent 70%. Ils ont maintenant la ligne orange. Ils construisent des remblais de sable tout autour. Est-ce que ça vous donne l'impression d'un gouvernement qui se prépare à se retirer? Oui, on dirait qu'il s'installe pour y rester plus longtemps. Et qu'est-ce que cela nous dit sur l'objectif d'Israël ici? Parce que, revenons à ce qui a déclenché tout ce soulèvement, au départ. Je veux dire, remontons au 7 octobre 2023. Presque personne en Occident n'y prête attention ou n'en a même conscience. Mais durant l'été précédent, octobre 2023, il y a eu d'immenses manifestations. Et je crois que plus de 200 Palestiniens avaient été tués, à la fois en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, par les forces de défense israéliennes. De nombreuses manifestations avaient lieu parce que leur qualité de vie était tout simplement horriblement écrasée. Et maintenant, on se retrouve dans une situation où, quoi qu'il en soit, 70% de la bande de Gaza est devenue inhabitable. Toutes ces personnes ont été entassées dans une autre zone ici. Quel est l'objectif israélien? Et je parle du véritable objectif. Vous avez parlé de remblais ou de murs, etc. Veulent-ils que cette situation, que ce soit la ligne jaune ou la ligne orange, peu importe, devienne la nouvelle réalité de fait et qu'ils continuent simplement à maintenir tout le monde à vivre là-dedans? Je veux dire, quelle est l'idée des Israéliens? Vous savez, ils commettent une erreur que font beaucoup de pays disposant d'une puissance militaire supérieure, y compris nous d'ailleurs, tout récemment en Iran, et avant cela au Vietnam. C'est croire que, si l'on a une puissance militaire supérieure, on peut facilement la transformer en un résultat politique conforme à ses souhaits. Le problème, c'est que l'autre camp a aussi son mot à dire, n'est-ce pas? Et là, vous avez le Hamas, qui ne s'est pas désarmé et qui a été très clair sur ce qu'il fera et ne fera pas. Quant à la stratégie israélienne, écoutez, en Cisjordanie comme à Gaza, disons à Gaza, nous avons déjà parlé de ce qui s'y passe, il s'agit essentiellement d'une occupation de la majeure partie de l'enclave. En Cisjordanie, il ne se passe pas un jour sans que des groupes armés, des colons, mènent des raids contre des communautés palestiniennes, tuent ou tabassent des gens, prennent leur bétail, incendient leurs vergers et leurs terres agricoles. Et ensuite, le Premier ministre Netanyahou dit « Oh, vous savez, ce n'est pas rien ». Ce sont une bande de délinquants juvéniles. Ce ne sont pas une bande de délinquants juvéniles, parce que quand ils font ça, des vidéos montrent que l'armée israélienne les accompagne souvent et ne fait pas vraiment quoi que ce soit. Donc, quand je dis que l'erreur consiste à vouloir transformer une supériorité militaire en résultat politique, c'est ce qu'ils font en Cisjordanie. C'est ce qu'ils font à Gaza. Ils ont une sorte d'expression pour ça. Quand il y a des flambées de violence, on tond la pelouse. D'abord, il y a un problème à considérer le peuple palestinien comme des mauvaises herbes. Mais indépendamment de ça, tondre la pelouse, concrètement, ça veut dire recourir continuellement à la force militaire
pour réprimer un mouvement national qui ne va pas disparaître de sitôt. Et vous savez, est-ce que ça peut durer? Parce que je pense que c'est un argument légitime, et j'ai entendu beaucoup de gens le dire. L'intention du camp israélien, en exploitant ce qui s'est passé lors de cette terrible journée du 7 octobre, serait d'en faire une occasion de dire « Bon, rendons la vie tellement insupportable qu'on expulsera complètement ces gens de cette terre. » Un jour, quelque part dans le monde, quelqu'un finira par avoir suffisamment pitié d'eux pour accepter ces 2 millions de personnes, ou quel que soit leur nombre aujourd'hui, ceux qui sont encore en vie. On les expulsera alors, et ils iront ailleurs. Alors, on les maintiendra dans cette situation brutale que personne n'accepterait pour aucun groupe de population, nulle part dans le monde, jusqu'à ce que cela arrive. Et tant que ce ne sera pas le cas, on les gardera comme du bétail, parqués dans ce tout petit enclos. Pensez-vous que cela puisse être leur objectif? Oui. C'est derrière leur objectif. Mais les faits historiques depuis 1967, quand Israël a pris pour la première fois le contrôle de la Cisjordanie et de Gaza, montrent très clairement que cela ne fonctionne pas. Donc il faut que quelqu'un vous convainque, vous et moi, je pense, que quelque chose a changé, que le recours à la force va soudainement amener les Palestiniens à se soumettre aux conditions israéliennes, ou qu'ils vont partir volontairement. Des responsables israéliens disent parfois qu'ils vont émigrer volontairement. Rien ne permet de penser que ce soit vrai. Et d'ailleurs, après le 7 octobre, et je pense que vous et moi sommes d'accord pour dire que le meurtre de civils par le Hamas est inacceptable, personne ne le défendra, n'est-ce pas? Le paradoxe, c'est que tout ce qu'Israël a fait depuis a accru son isolement et retourné contre lui la majorité de l'opinion publique américaine. Cela a provoqué un énorme retour de bâton. C'est donc un autre exemple où l'on peut disposer d'une force prépondérante, mais où son emploi peut non seulement ne pas permettre d'atteindre ses objectifs, mais aussi les compromettre. Oui. Enfin, c'est bien tout le problème. Je veux dire, Israël, quel que soit son niveau de moralité et ce qu'il fait subir au peuple palestinien, ce n'est certainement pas un pays stupide. Ce sont des gens très instruits, très intelligents. À un moment donné, cette intelligence ne doit-elle pas l'emporter sur l'émotion et sur le désir d'obtenir un certain résultat? Quand on voit que non seulement vous n'y parvenez pas, mais que même si on leur donnait la possibilité de quitter volontairement la région, personne ne les accueillerait de toute façon en grand nombre. Personne. Parce qu'ils essaient de faire ça. Donc, si cela continue d'être le cas, alors poursuivre dans cette voie va continuer d'user leur armée, qui n'a jamais été conçue pour un combat prolongé sur le long terme, comme celui-ci. Et cela perturbe leur économie. Et c'est certain, cela provoque un énorme retour de bâton négatif dans le monde entier, surtout dans le monde occidental, y compris aux États-Unis. À un moment donné, ne devront-ils pas dire « Bon, les amis, ça ne marche tout simplement pas. Il va falloir faire autrement. » Ils se sont montrés pragmatiques par le passé, et ils sont déjà arrivés à ce point-là. Voyez-vous une possibilité qu'ils y arrivent dans ce cas-ci? Je ne le pense pas, Daniel. Un autre élément d'ailleurs, comme vous le savez bien, la plupart du temps, les questions de politique étrangère n'intéressent pas le public américain, sauf lorsque nos soldats sont tués ou que nous dépensons des sommes exorbitantes sans objectif clair. C'est pour cette raison que la guerre à Gaza est devenue une préoccupation pour le public. Mais dans plusieurs élections, la question israélo-palestinienne s'est invitée dans le débat. Et cela n'a pas joué en faveur d'Israël. L'opinion se retourne contre Israël. Et dans de nombreux cas, Abdul El-Sayed dans le Michigan en est un exemple, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Les critiques fervents de la politique israélienne ont remporté un très grand succès.
parce que le public semble y prêter une attention très soutenue. Alors qu'est-ce que cela signifie pour Israël? Si vous êtes Israël, la dernière chose que vous voulez faire, c'est saper le soutien dans le pays qui vous soutient presque sans condition depuis 1948. Mais ils ont réussi à le faire. Et c'est encore une fois mon point. Vous avez peut-être une puissance supérieure, mais l'utiliser peut conduire à des résultats que vous n'aviez pas anticipés. Et c'est ce qui s'est passé ici. Mais Netanyahou a une élection qui approche. Je ne pense pas qu'il fera le moindre compromis sur Gaza. Sa position politique en tant que Premier ministre, sa capacité à survivre, dépendent très largement de ses partis, de ses forces, de ses mouvements idéologiques qui défendent un grand Israël. Donc je ne vois pas comment passer de là où nous en sommes aujourd'hui à là où le président Trump dit que nous serons bientôt. Eh bien, ces tendances continuent d'évoluer dans une direction négative pour Israël. Je veux dire, il y a tout juste un jour ou deux, une présidente a été élue en Irlande. C'était une critique virulente d'Israël, et elle a remporté une victoire écrasante. J'oublie son nom là, comme ça, mais je me souviens simplement qu'elle était une grande critique d'Israël. Et maintenant qu'ils l'ont élue, autrefois, cela aurait été une condamnation à mort sur le plan politique. Il n'y avait aucun moyen de s'opposer à Israël et de réussir. Aujourd'hui, ça l'a aidé à se faire élire. C'était un enjeu majeur. Hier, il y a eu un reportage de la BBC, ce qui est important pour plusieurs raisons. Mais cela ne va pas aider la cause israélienne aux États-Unis. Voici ce que la BBC a rapporté hier. Le service international de la BBC a recensé plus de 160 cas d'enfants touchés par balles à Gaza. Il a constaté que dans 95 cas, l'enfant avait été touché à la tête ou à la poitrine. Dans la plupart de ces cas, la victime avait moins de 12 ans. C'est donc choquant. Ces rumeurs circulent depuis longtemps. Des tireurs d'élite israéliens se seraient apparemment, en quelque sorte, amusés, c'est en tout cas ce qui était affirmé, à tuer des enfants par balle. Mais là, c'est la première fois que je vois cela relayé par un média grand public. Et surtout au Royaume-Uni, dont le gouvernement mène aussi une politique très pro-israélienne. Comment interprétez-vous cette volonté de diffuser cela sur la BBC? Et pensez-vous que ça se réunisse? C'est le symptôme d'un basculement plus large de l'opinion publique contre Israël, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Vous avez mentionné Madame Connolly, la présidente de l'Irlande, élue avec 63% des voix, une victoire écrasante. Mais prenons un autre exemple, Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, qui critique ouvertement Israël, sans ménagement, et qui bénéficie d'un soutien profond dans le pays. Et il n'est pas le seul, à l'exception de l'Allemagne peut-être, et peut-être de l'Italie, qui soutiennent fermement Israël au sens large. L'opinion publique en Europe se retourne contre les Israéliens. Mais de manière bien plus lourde de conséquences, cela se produit ici. Et je pense que c'est quelque chose que le Premier ministre Netanyahou et les soutiens d'Israël ici n'ont pas suffisamment pris en compte. Il ne suffira pas de diffuser beaucoup de publicité qui cherche en quelque sorte à défendre la politique israélienne. Parce que je pense que l'opinion publique américaine a perçu qu'il y avait quelque chose de fondamentalement injuste. Et cela se reflète, comme je l'ai dit, dans l'opinion publique, dans nos campagnes électorales. Je pense donc que les Israéliens en sont probablement conscients. La question, c'est de savoir s'ils sont prêts à consentir aux sacrifices et aux décisions difficiles nécessaires pour avancer vers un règlement politique. Cela dit, le Hamas doit lui aussi faire certaines choses. Mais au vu de notre discussion jusqu'ici, je pense que vous conviendrez que je ne vois pas cela se produire à court terme. Même pas une initiative consistant à obtenir le désarmement du Hamas et, parallèlement,
le retrait des Israéliens. À moins que quelque chose nous échappe, rien n'indique que ce soit à l'ordre du jour. Le tweet du président Trump est donc, je pense, un tweet qui exprime une aspiration, mais pas une description de ce qui est susceptible de se produire à l'avenir. Et selon vous, qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de l'opinion publique aux États-Unis si cela n'aboutit pas? Disons que le président Trump remet son nom en jeu et que cette fois, on peut soutenir que ce n'est pas le Hamas qui bloque les choses, mais la partie israélienne. Et ce titre en particulier était assez percutant. C'est un désaveu très direct dès le lendemain lorsque des responsables israéliens ont déclaré que Tsahal ne se retirerait pas. Ils ont dit que ce ne serait même pas jusqu'à la ligne jaune initiale, à ce stade. La question va donc être la suivante. On a déjà vu le vice-président Vance, il y a 5 semaines, dire en substance « Oui, nous n'allons pas simplement nous coucher devant Israël. C'est un pays. Nous les écoutons comme nous écoutons les autres. » Par le passé, cela aurait aussi été une condamnation à mort politique. Et pourtant, il le dit. Et les gens se demandent, est-ce que vous voyez cette tendance se poursuivre? Si cela se passe mal, est-ce que cela pourrait prolonger cette tendance aux États-Unis? Oui, et il est aussi important de le souligner, Danny. Certains vont balayer ce changement dans l'opinion publique en disant « Oh, ce sont que les démocrates de gauche, des gens comme le maire Mamdani à New York, et ainsi de suite. » C'est pas vraiment vrai, car les sondages montrent le même changement chez les indépendants. Certains d'entre eux, d'ailleurs, étaient autrefois républicains et sont devenus en quelque sorte des républicains anti-Trump, qui se sont déclarés indépendants. Mais il y a aussi un changement au sein même du Parti républicain, et le Parti républicain ne s'est pas adapté à ce changement. Et je dirais que l'establishment démocrate, contrairement à des gens comme Mamdani, Saïed, AOC, Ro-Khanna et d'autres, s'en tient de très près au statu quo. Mais je pense qu'il ne fait aucun doute qu'il y a un décalage entre l'establishment des deux partis et l'opinion publique qui monte d'en bas. On le voit à la fois dans les élections, dans les enjeux qui deviennent importants et dans les sondages d'opinion. Donc oui, je pense que le fossé entre le public américain et la politique officielle israélienne, je ne parle pas du peuple israélien, va continuer à se creuser. La question est donc, que va-t-on faire? Parce que pour inverser cette situation, il faut prendre des décisions très fondamentales, très difficiles. Je n'imagine pas le Premier ministre Netanyahou prendre ces décisions. Et je n'imagine pas non plus le président Trump exercer la pression nécessaire pour s'assurer qu'elle soit prise. Donc malheureusement, ce que nous avons, c'est le maintien du statu quo. Et cela implique, comme vous l'avez dit plus tôt, un cycle de violence qui se poursuit. L'idée qu'on puisse y mettre fin en réprimant les Palestiniens ou en les expulsant, je pense que c'est une pure illusion. Et les faits historiques montrent, en réalité, que c'est une illusion. Vous savez, vous avez mentionné le Premier ministre Netanyahou. Il y a un instant, j'ai évoqué le vice-président Vance, qui avait tenu des propos sinon négatifs, du moins assez désinvoltes, à l'égard d'Israël. Eh bien, il y a quelques jours, je crois que c'était sur ABC News, Netanyahou a eu l'occasion de répondre à certaines de ces remarques. Et je veux que vous écoutiez cela en vous mettant à la place, peut-être surtout, de la jeune génération, qui n'est déjà pas vraiment portée vers Israël. Écoutez sa justification, celle du Premier ministre Netanyahou, pour expliquer pourquoi la situation n'est pas aussi grave que ce qu'a dit le vice-président Vance. Pensez-vous que pour le problème de communication, problème d'image ou problème théorique? Je pense qu'il y a eu un changement en raison de la prolifération des réseaux sociaux et du fait que des États souverains les ont manipulés avec des fermes de bots et d'autres moyens.
Et nous pouvons constater un lien direct entre la prolifération des réseaux sociaux et le recul du soutien à Israël. Je ne vous dis pas que la guerre à Gaza, la manière dont elle a été déformée ici, et les mensonges qui ont été avancés, n'ont pas influencé cela. Malheureusement, ils l'ont fait. Mais je dis que ceux qui détestent Israël détestent l'Amérique. D'accord, on va revenir sur 2 ou 3 éléments de tout ça, mais commençons par la première partie. En gros, il dit écoutez, ça n'avait rien à voir avec le génocide. D'ailleurs, c'est même pas vrai, il l'a dit plus tard. Elle l'a interrogé là-dessus. Il a répondu non, ce n'est tout simplement pas vrai. Mais il a dit que c'était la manière dont les choses sont déformées sur les réseaux sociaux, que ce n'est pas ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est la manière dont c'est déformé. Comment ce message va-t-il être reçu par les Américains? How is that message going to land on Americans? Not well. I mean, I think public opinion Pas très bien. Je pense que l'opinion publique est très attentive à ce qui se passe. Et dire simplement que les critiques envers Israël se résument à de la haine, à de l'antisémitisme ou aux réseaux sociaux, je ne trouve pas que ce soit un argument convaincant, parce que cela ne tient pas compte du fait fondamental. Mettons les choses sur la table. Dans le cadre d'un règlement global, les groupes palestiniens comme le Hamas devront procéder à des changements fondamentaux. D'accord, c'est acquis. Mais si vous avez entendu le Premier ministre Netanyahou à l'instant, est-ce qu'il vous paraît être un homme prêt à procéder à des changements fondamentaux? Non, parce qu'il affirme qu'il n'y a rien de fondamental en jeu. C'est simplement que les gens détestent Israël. C'est la même chose quand il dit « Oh, la Cisjordanie, toutes ces violences de colons, ce sont des délinquants juvéniles. » Pour vous donner, Danny, une idée de l'ampleur du changement dans l'opinion publique. Bret Stephens, chroniqueur au New York Times, qui défend Israël à 100%, a publié l'autre jour une tribune sur ce qui se passe en Cisjordanie. Il a dit « Le terrorisme juif en Cisjordanie ne servira en rien la cause israélienne. » Je paraphrase et je prends quelques libertés, mais c'est une évolution stupéfiante compte tenu des positions que Bret Stephens a défendues au fil des années sur les questions israélo-palestiniennes. Et on se demande si cela va les pousser encore davantage dans cette direction. Et vous savez, la dernière chose qu'il a dite dans cet extrait de Netanyahou que je viens de diffuser, c'est qu'il essaye de convaincre le public américain que sans aucune bonne raison, des gens ont un problème avec Israël. Alors que ça devrait porter sur les politiques, et c'est toujours là-dessus que je me concentre. Les politiques de Benjamin Netanyahou, pas le peuple israélien, et certainement pas les Juifs, mais les politiques de ce gouvernement civil et laïque. Or lui dit, non, 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 ce n'est pas ça. En réalité, si vous détestez Israël, vous détestez l'Amérique. Que lui répondez-vous? Écoutez, je pense que ça fonctionnera dans la mesure où ça renforcera la conviction de ceux qui pensent comme lui que tous ces problèmes découlent d'une haine fondamentale envers Israël, et plus particulièrement envers Israël et le peuple juif, que c'est une forme d'antisémitisme. Mais ça ne convaincra pas ceux qui montrent aujourd'hui, par leur façon de penser, de parler, de politique, de voter, ou par la manière dont les candidats ont abordé la question israélo-palestinienne, ça ne contribuera pas au changement plus large de l'opinion publique américaine qui est en cours. C'est un peu comme siffler dans le noir. C'est ne pas reconnaître le basculement qui s'est produit. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement le Premier ministre Netanyahou. Je pense que l'establishment républicain et l'establishment démocrate, des gens comme Schumer et son homologue à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, ne le voient pas non plus. Ils s'en tiennent à l'ancien refrain, à l'ancienne méthode. Eh bien, vous savez, il y a un changement en cours, que Netanyahou veuille le reconnaître ou non, et il y a des répercussions. En plus, on verra comment cette situation
va évoluer ici, parce que ça pourrait, surtout si Israël continue de faire ce que disait ce titre il y a quelques instants, et qu'il donne en quelque sorte un coup de pouce provocateur au président Trump, ça va pas très bien se passer. Danny Citrinowicz, sur X, évoquait certaines de ses répercussions sur la guerre avec l'Iran et le difficile exercice d'équilibriste de Netanyahou. Il a déclaré « Netanyahou ne peut pas donner l'impression de pousser l'administration Trump vers une nouvelle confrontation militaire avec l'Iran, surtout alors que beaucoup, à Washington, estiment déjà qu'Israël a joué un rôle important pour encourager une campagne qui n'a pas produit les résultats escomptés. » Dans le même temps, Netanyahou ne peut pas se permettre de voir le président Trump revenir à un accord de paix global avec l'Iran. Ce n'est pas ce dont il a besoin. Et puis vous voyez cette partie tout en bas. Autrement dit, la stratégie consiste à influencer l'administration. Cela signifie que les Israéliens cherchent à orienter indirectement la réflexion de l'administration Trump en soulignant pourquoi une pression accrue est nécessaire, tout en évitant de donner l'impression de pousser les États-Unis vers un nouveau conflit au Moyen-Orient. Vous savez, nous en avions parlé dans notre émission il y a quelques jours, lorsqu'on a annoncé que Netanyahou venait pour les funérailles de Lindsey Graham. Cela m'inquiétait, parce que cela est arrivé juste après qu'Israël a annoncé disposer de nouveaux renseignements selon lesquels le mont Pickaxe serait le nouveau programme d'armement nucléaire, et qu'il faudrait peut-être l'éliminer. On se souvient de ce qui s'est passé la dernière fois que Netanyahou est venu ici avec des renseignements sur l'élimination d'Ali Khamenei, le guide suprême, et ainsi de suite. On a vu comment ça s'est terminé. À présent, on dirait que le président Trump n'est pas si pressé d'adhérer simplement à ce que Netanyahou a dit. Il n'y a pas eu de conférence de presse après. Voyez-vous des fissures, même sur le front iranien, entre Netanyahou et Trump? Non, il y a de plus en plus de dissonance. Donc, quoi que le président Trump puisse dire sur le fait que le Hamas n'aurait plus rien et supplierait pour obtenir un accord, et ainsi de suite, les faits montrent que le Hamas a encore beaucoup de ressources dans son arsenal et ne supplie pas pour un accord. Il est clair que le président Trump comprend qu'il ne peut pas gagner cette guerre. Il cherche une porte de sortie, n'est-ce pas? Pendant ce temps, Netanyahou continue de penser que la guerre peut reprendre et que l'objectif devrait être un changement de régime. Et c'est le message qu'il répète constamment. Cela n'a pas marché lors du voyage le plus récent. Pardon, vous avez parlé du Hamas il y a un instant. Vous vouliez dire l'Iran? Pardon, l'Iran. Excusez-moi. Oui, l'Iran. Donc, lors de la visite la plus récente du Premier ministre Netanyahou, il faut noter qu'il n'était pas seul avec le président. Vance était là, Hegseth était là, Witkoff était là. Je pense que ça tient en partie au fait que certains de ses conseillers ne veulent pas que ce soit simplement un tête-à-tête entre lui et le Premier ministre Netanyahou. Il faut noter qu'il n'y a pas eu de brève séquence presse après cette réunion. Autrement dit, la presse n'a pas été invitée à poser des questions aux deux dirigeants. Et je ne pense pas qu'il y ait même eu, côté américain en tout cas, un compte-rendu complet de ce qui s'est exactement passé. Et Trump n'a rien dit après cette réunion qui indique que Netanyahou a une quelconque influence sur lui. En fait, dans certains de ses commentaires, il a laissé entendre que, vous savez, Bibi veut qu'il reste dans la guerre. Il sait que ce qu'il doit faire, c'est sortir de la guerre. Et ce que Netanyahou veut qu'il fasse, c'est s'en tenir à la guerre, l'intensifier et obtenir un changement de régime. Ces deux positions s'éloignent l'une de l'autre. Elles sont plus alignées. Donc ça non plus, ça ne fonctionne pas. Je ne pense pas que Trump va faire monter la guerre jusqu'à un changement de régime parce que Netanyahou l'en a convaincu. Je ne pense pas que le président Trump ait une stratégie de sortie. Mais c'est une autre histoire.
Oui, oui. Et j'ai vu, il y en a clairement eu. Dans une de nos émissions plus tôt aujourd'hui, j'ai montré que plusieurs commentateurs américains reprennent le refrain de Netanyahou, parce que c'est de ça qu'ils parlent. Je crois que c'était Kellogg qui disait, en gros, oui, le changement de régime est l'une des choses qu'il faut viser. Il y avait Kellogg, Jack Keane, et voyons, je ne me rappelle pas du nom du troisième là, comme ça. Mais on a eu plusieurs militaires qui reprennent tout ce refrain. Il faut simplement espérer que le président Trump ne les écoutera pas, parce que militairement, nous ne pouvons pas accomplir cela. Tout ce que nous pouvons faire, c'est creuser davantage le trou dans lequel nous nous enfonçons. Mais il semble qu'il y ait encore des gens très attachés à cette ligne. Une grande bataille est en cours. Il y a un certain mouvement, surtout parmi les gens, les jeunes générations. Il y a clairement un mouvement de ce côté-là. Mais la vieille garde s'accroche fermement à l'idée de ne rien changer. Comment voyez-vous cette dynamique aux États-Unis entre, vous savez, la vieille garde, les penseurs de l'élite et les générations montantes? Oui. J'ai donc dit il y a quelque temps qu'Israël-Palestine était désormais devenu un enjeu très central des campagnes pour les élections de mi-mandat, n'est-ce pas? Et j'ai aussi dit que ça se reflétait dans l'opinion publique. Mais la guerre contre l'Iran s'est également invitée dans plusieurs campagnes. Le candidat démocrate évoque la guerre contre l'Iran comme quelque chose qui ne sert pas le public américain et qui détourne des fonds de programme qui auraient dû être mieux financés ici sur le territoire national. Donc là encore, la guerre contre l'Iran n'a pas non plus servi les intérêts d'Israël. Vous avez mentionné Danny Citrinowicz. En Israël, il y a des gens comme lui, de très bons experts de l'Iran, mais aussi de la question israélo-palestinienne, qui soulignent le problème fondamental. La difficulté, c'est qu'ils ne définissent pas la politique. C'est le Premier ministre Netanyahou qui l'a défini. C'est un problème. Il va donc falloir voir comment tout cela va se passer. Je veux dire, ces choses-là se recoupent. Il n'y a pas de distinction nette entre elles. Et je pense que la manière dont cette question avec le Hamas va évoluer sera un facteur. Si Israël fait simplement de l'obstruction, et surtout s'il embarrasse le président Trump d'une quelconque manière, cela poussera les choses dans ce sens et davantage encore. Et s'ils essaient de faire pression sur le président Trump pour qu'il en fasse plus en Iran, cela risque aussi de se retourner contre eux. Cela attisera encore davantage cette dynamique. Si on arrive en novembre et que ces deux choses s'éloignent encore davantage, il pourrait y avoir un vrai problème ici, aux États-Unis, et potentiellement un changement radical. Et je ne pense pas que ce soit bon pour qui que ce soit. Parce que je ne veux pas que ça aille si loin, que les gens commencent à confondre les mauvaises politiques de Netanyahou avec de l'antisémitisme. J'y suis totalement opposé. Je pense que c'est une chose terrible à faire. Mais une grande partie de cela se produit à cause de ces mauvaises politiques. Et nous allons devoir dénoncer ces choses pour ne pas nous retrouver dans une situation qui serait mauvaise. Absolument. Mais il va falloir attendre et voir. Nous n'allons pas attendre de voir comment ces choses vont se régler. Mais maintenant, nous avons une vision bien plus claire de ce qui se passe exactement. Alors, nous vous remercions vraiment d'être venus aujourd'hui pour nous l'expliquer. On est ravi de vous voir, Danny. Merci beaucoup et nous vous apprécions aussi. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner en partant si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain dans le Daniel Davis Deep Dive. Parfait. Très bien. Désolé, vous allez devoir faire un peu de montage là-dedans, mais au moins, on a enfin résolu le problème. Oh, heureusement. Oui, c'était un peu hésitant, mais bien. Oui, c'était bien ça dit.